Bonjour. Cet exposé porte sur les enquêtes transversales à visée étiologique. Alors, nous avons vu dans la vidéo sur les grands types d'études qu'à côté des études d'épidémiologie descriptive qui portent sur la description des phénomènes de santé dans le temps, l'espace et les populations, il existait un champ de l'épidémiologie qui s'intéresse à la recherche des causes. C'est l'épidémiologie dite analytique, dont les méthodes visent à relier la survenue de phénomènes de santé à des facteurs qui en déterminent la fréquence. Et parmi elles, on trouve les enquêtes étiologiques type enquête de cohorte ou cas témoins, mais il est possible aussi de construire des enquêtes dites transversales à visée étiologique. Alors, comme toute étude étiologique, une enquête transversale à visée étiologique cherche à mettre en évidence un lien entre une exposition et une issue qui peut être soit la maladie si l'exposition est un facteur de risque, soit au contraire la diminution de la fréquence de la maladie si le facteur est protecteur. Je vous rappelle ce petit schéma que nous avions vu à la fin de l'exposé sur les types d'études. Les trois types d'enquêtes étiologiques se distinguent en fonction des moments respectifs où sont recueillies les données concernant l'exposition et les maladies. Dans les enquêtes de cohorte prospective, on identifie d'abord les expositions et on recueille plus tard les données sur l'issue, sur la maladie. Dans les enquêtes cas témoins, on identifie d'abord les cas et on recueille rétrospectivement les données sur leur exposition. Et dans les enquêtes transversales que nous allons voir, le principe est plus simple. On recueille au moment de l'enquête à la fois les données sur l'exposition et sur la maladie. On ne fait qu'une simple photographie instantanée de la situation et donc on ne peut calculer que la prévalence de la maladie. Alors, une enquête transversale, par définition, n'est ni prospective ni rétrospective. Après avoir défini le protocole, on recueille de façon simultanée les données sur l'éventuelle existence d'une maladie et sur l'exposition étudiée, et enfin on fait l'analyse. Donc le principe théorique d'une enquête transversale à visée étiologique, c'est de comparer la prévalence d'une maladie dans un échantillon d'une population exposée à un facteur de risque à un échantillon non exposé de cette population. Comment présenter les données dans une enquête transversale ? On retrouve le tableau à 4 cases en croisant les statuts malades-non malades en vertical et les statuts exposés-non exposés en horizontal et on note les effectifs A, B, C et D correspondant à chacune des possibilités. On peut donc calculer soit le pourcentage d'exposition chez les cas et les non-cas, soit la prévalence chez les exposés, A sur le total A plus B, et la prévalence chez les non exposés, C sur C plus D. Donc en pratique, l'aboutissement d'une enquête transversale dans laquelle on a recueilli simultanément les données d'exposition et de maladie va être de comparer soit les prévalences dans les deux groupes d'exposition, soit les fréquences d'exposition dans les deux groupes de sujets malades et non malades. Donc, on peut comparer les fréquences d'exposition avec un test statistique de comparaison de pourcentage, test exact de Fisher ou Ki2, et comparer les prévalences en faisant le rapport de la prévalence chez les exposés divisé par la prévalence chez les non exposés. Donc dans une enquête transversale, on calcule le rapport de prévalence entre les deux groupes d'exposition, un peu analogue au risque relatif dans une enquête de cohorte. Alors comment interpréter les résultats d'un rapport de prévalence ? Si le rapport de prévalence est égal à 1, c'est-à-dire si les prévalences chez les exposés et les non exposés sont identiques, cela veut dire qu'il n'y a pas de lien entre le facteur de risque et la maladie. Si le rapport de prévalence est supérieur à 1, cela veut dire qu'il existe un lien entre le facteur de risque et la maladie, et si le rapport de prévalence est inférieur à 1, il existe un lien inversé entre exposition et maladie. Mais dans la réalité, même s'il n'y a pas de lien, le rapport de prévalence n'est jamais égal strictement à 1. Il faut donc calculer, comme tout paramètre calculé sur un échantillon, son intervalle de confiance, par exemple à 95%, et regarder si l'intervalle de confiance inclut la valeur 1. Si c'est le cas, on ne peut pas affirmer une liaison. Si la borne inférieure de l'intervalle de confiance est supérieure à 1, alors on peut affirmer une liaison positive, et à l'inverse, si la borne supérieure est inférieure à 1, la liaison est inversée. Donc le calcul du rapport de prévalence nous donne trois informations importantes. Sa position par rapport à la valeur 1 nous donne le sens de l'association. La valeur du rapport de prévalence en tant que tel nous donne la force de l'association. Et son intervalle de confiance équivaut au résultat petit p du test statistique. Mais vous remarquerez une chose, en aucun cas je n'ai parlé de relation causale pour qualifier cette association. Et nous allons voir pourquoi.
Alors voilà un exemple simple, il s'agit là d'une enquête par laquelle on veut savoir s'il existe un lien entre l'obésité, qui définit les cas, et la pratique de sport, ou plutôt l'absence de pratique de sport, qui est le facteur étudié. Alors voilà les données de l'enquête, et on constate que la fréquence des sujets qui ne pratiquent pas de sport est bien plus élevée chez les cas, c'est-à-dire chez les obèses, 65%, que chez les non-obèses, 36%. On va donc affirmer que l'absence de pratique de sport est plus fréquente chez les obèses, ce qui est vrai d'après ces données. Et on pourrait donc conclure que les obèses ont tendance à ne pas faire de sport. Mais comme il s'agit d'une enquête transversale, on peut présenter les résultats différemment. Ici, l'analyse est pratiquée de façon horizontale. On a calculé la fréquence de l'obésité parmi les exposés, c'est-à-dire parmi les 212 non-pratiquants de sport chez qui on a trouvé 15 cas d'obésité, soit 7,1%. C'est la prévalence de l'obésité parmi les non-sportifs. De même, parmi les 359 sportifs, on a relevé 8 cas d'obésité, soit une prévalence de 2,2%. On peut donc comparer ces deux nombres en calculant le rapport de prévalence, 7,1 divisé par 2,2, soit 3,2. Et son intervalle de confiance, 1,4 à 7,9. Donc le test statistique est toujours significatif, c'est le même résultat, puisqu'il s'agit du même tableau à 4 cases. Donc en présentant les choses ainsi, on peut conclure en disant que la prévalence des obèses est 3 fois plus élevée chez les non-sportifs. Et cette conclusion est un peu différente de celle du tableau précédent. Ici, on va conseiller de faire du sport si on veut éviter l'obésité, alors que précédemment, on affirmait que les obèses ne faisaient pas de sport. On se trouve ici devant la difficulté principale de l'interprétation des résultats des enquêtes transversales, dans lesquelles les données sur l'exposition ou la maladie ont été récupérées en même temps. Est-ce l'absence de sport qui favorise l'obésité, ou est-ce l'obésité qui empêche la pratique du sport? Et la vraie question, c'est est-ce que l'exposition a précédé la survenue de la maladie, ou est-ce que c'est la maladie qui a entraîné une modification de l'exposition? On voit donc que l'enquête transversale présente de sérieuses limites. En effet, pour établir une relation de causalité, il faut être absolument sûr que la cause précède l'effet. Sinon, on a affaire à une simple conjonction d'événements, une simple corrélation. Et je vous renvoie à un cours spécifique sur la question de la causalité en épidémiologie. Donc, par sa structure même, une enquête transversale ne permet pas d'affirmer avec certitude la séquence chronologique exposition-maladie, comme le garantit l'enquête de cohorte par exemple. L'enquête transversale ne permet donc pas d'établir un lien de causalité. Donc on classe quand même les enquêtes transversales dans les enquêtes étiologiques car elles permettent de détecter des liens éventuels entre exposition et maladie. Elles sont très utiles pour explorer un phénomène nouveau par exemple. D'autant plus qu'elles sont simples à mettre en œuvre, elles permettent donc de générer des hypothèses qui conduiront à bâtir des enquêtes étiologiques à visée causale, cohorte et cas témoins. Donc si vous ne les avez pas encore étudiées, je vous invite à suivre les cours sur les enquêtes de cohorte et les enquêtes cas témoins. À bientôt.